« 14 août 2021, Chine. C'est l'occasion pour les Chinois de fêter l'amour autour d'une légende mystérieuse, celle d'une jeune fille tombée amoureuse d'un gardien de vaches. Ils se marièrent et menèrent une vie paisible, mais c'était sans compter la belle-mère du jeune homme qui voit d'un mauvais œil ce mariage en raison de leur nature différente. En conséquence, elle oblige sa fille à regagner les cieux et installe une large rivière impossible à traverser afin de séparer les deux tourtereaux. Une rivière qui deviendra la Voie lactée. C'est ainsi que la jeune fille et le berger se retrouvent séparés à tout jamais. À tout jamais? Eh bien non, car un groupe de pies, émus par cette tragédie, décide une fois par an de former un pont permettant aux amoureux d'être ensemble de nouveau, le temps d'une seule et unique nuit, en l'occurrence la 7e nuit du 7e mois selon le calendrier lunaire chinois. Cette fête est toujours célébrée en Chine, mais elle tend à disparaître, supplantée par une autre que l'on connaît davantage en Occident, la Saint-Valentin. En effet, tous les 14 février, c'est l'occasion pour les couples du monde entier de célébrer le jour de l'amour, un jour spécial au cours duquel nombre d'amoureux s'offrent des cadeaux et des marques d'affection. C'est également l'occasion de profiter d'un agréable dîner aux chandelles dans un cadre romantique. Cependant, là où certains y voient une fête de l'amour, d'autres y voient au contraire une fête factice et commerciale destinée à vendre des fleurs, des chocolats ou bien des bijoux de luxe. Quoi qu'il en soit, la Saint-Valentin ne date pas d'hier, en effet, il s'agit d'une fête bien plus ancienne qu'il n'y paraît, une fête aux racines antiques, relevant à la fois de la culture populaire et de la religion. Mais en fait, qui était réellement ce fameux Saint-Valentin? Certes, un saint catholique, mais alors quel rapport avec le jour de l'amour, surtout quand on sait que celui-ci fut décapité au IIIe siècle? Dans ce cas, pourquoi un tel épisode macabre s'est-il transformé par enchantement en fête romantique? Et comment passe-t-on d'une décapitation à un bouquet de fleurs ou à une boîte de chocolat? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble. Avant tout, penchons-nous sur les origines mystérieuses de ce fameux Saint-Valentin. Un problème de taille cependant, celui des sources à notre disposition qui sont bien minces. Et pour cause, le peu d'indices que nous ayons à notre disposition semble indiquer qu'il n'y a pas eu un, mais plusieurs Valentins morts un 14 février. Ainsi, on a établi que 2 d'entre eux avaient été exécutés durant le règne de l'empereur romain Claude II, dit le Gothique, qui régna de 268 à 270 après Jésus-Christ, une époque où effectivement il ne faisait pas bon d'être chrétien. Comment sait-on cela? Eh bien grâce à la 60aine de volumes de l'Acta Sanctorum, de précieux ouvrages consacrés justement à la vie des saints catholiques. Des ouvrages écrits à partir de 1643 sous l'impulsion d'un jésuite dénommé Jean Bolland, et dont l'écriture va se poursuivre bien après sa mort, une mort survenue en 1665. Ses collaborateurs prenant le relais et prenant le nom de Société bollandiste en hommage à ce dernier. Des ouvrages donc qui suivent l'ordre du calendrier liturgique romain, en l'occurrence du 1er janvier au 31 décembre, et dont la parution ne s'achèvera qu'en 1925. Le travail de ces moines originaires d'Anvers en Belgique est des plus fastidieux. Et pour cause, ils vont passer près de 3 siècles à collecter des informations précises sur la vie des saints, épluchant les archives manuscrites disséminées un peu partout dans le monde. C'est ainsi que le volume couvrant le 14 février nous apprend que pas moins de 3 Valentins ont trouvé la mort entre le 3e et le 5e siècle après Jésus-Christ. Un certain Valentin de Rome, un prêtre qui aurait souffert le martyre à Rome dans la seconde moitié du 3e siècle et qui aurait été enterré sur la Via Flaminia. Un second, surnommé Valentin de Terni, un moine ou un prêtre, originaire de la région de l'Ombrie, dans l'Italie actuelle, et qui fut martyrisé également à la même époque, puis décapité toujours au même endroit. Et enfin, un dénommé Valentin de Réti,
à la fois moine, ermite et prédicateur du 5e siècle. Selon le martyrologue romain de 1705, en l'occurrence la liste détaillée mais non exhaustive des saints, bienheureux et martyrs reconnus comme tels par l'Église, les 2 premiers Valentins seraient en fait une seule et même personne, mais présentés avec des fonctions et des attributs différents. Quoi qu'il en soit, son culte s'est propagé le long de la Via Flaminia, de Terni à Rome et jusqu'en Rétie, soit dans l'actuelle Bavière. Ce qui explique sans doute qu'on vénère sous le nom de Saint Valentin 3 personnages différents qui ont finalement fusionné par la suite en une seule et même personne. Mais penchons-nous un instant sur la légende de Saint Valentin. Ce qui en ressort le plus souvent, c'est que ce dernier serait donc venu en aide à des chrétiens persécutés en pratiquant par la même occasion de nombreux mariages suivant les rites de l'Église. Mais l'empereur Claude II, dit le Gothique, voyant cela d'un mauvais œil, décida de faire interdire ces mariages au motif que les hommes devaient rester vigoureux afin de mieux combattre. Valentin continua malgré tout à marier les amoureux, ce qui le conduisit en prison. C'est alors que son geôlier, un certain juge Astérius, l'aurait mis au défi de faire recouvrer la vue à Julia, sa fille adoptive et aveugle de naissance. En cas de réussite, le juge s'engageait toujours selon la légende à se convertir et à faire tout ce que Valentin ordonnerait par la suite. Le miracle ne tarda pas, bien évidemment, et la famille d'Astérius se convertit comme prévu. De plus, comme promis, le juge fit libérer tous les chrétiens emprisonnés injustement. Cependant, l'empereur n'apprécia guère ce geste, et après avoir fait torturer Valentin, il le fit décapiter le 14 février de l'an 268. Cependant, avant d'être exécuté, Valentin, qui entre-temps serait tombé amoureux de Julia, aurait envoyé à celle-ci un mot se terminant par la signature « Ton Valentin ». Canonisé en 1496, en l'honneur de son sacrifice pour l'amour de Dieu, et a priori non pour celui de Julia, on lui attribua tout de même le titre de patron des amoureux. Il existe plusieurs versions de cette légende, mais comme le soulignent les bollandistes eux-mêmes, aucun de ces contes médiévaux n'a de fondement dans l'histoire du IIIe siècle après Jésus-Christ. Il faut dire que la véracité historique ne comptait pas beaucoup chez les chrétiens à l'époque médiévale. Ce qui comptait surtout pour eux, c'étaient les récits de miracles et de martyrs chrétiens, ainsi que les reliques de saints, c'est-à-dire leurs restes physiques. C'est ainsi qu'au Moyen-Âge, de nombreuses églises et monastères en Europe prétendaient avoir en leur possession des morceaux du crâne de ce fameux Saint Valentin. C'est le cas par exemple de la basilique Santa Maria in Cosmedin à Rome, qui expose pour sa part un soi-disant crâne entier de ce même Valentin. Toujours selon les bollandistes, d'autres églises à travers l'Europe prétendent également posséder des restes du corps de Saint Valentin. On peut citer pêle-mêle l'église de Saint-Anton à Madrid, l'église de Whitefriars Street à Dublin, l'église des Saint-Pierre et Paul à Prague, l'Assomption de Sainte-Marie en Pologne, ainsi que des églises à Malte, Birmingham, Glasgow et même sur l'île grecque de Lesbos. Pour les croyants vivant à l'époque médiévale, les reliques des martyrs revêtaient une importance primordiale, car elles signifiaient que les saints maintenaient leur présence invisible parmi les communautés de chrétiens pieux et pouvaient ainsi continuer à réaliser des miracles par-delà la mort. Comme cela fut le cas en Grande-Bretagne au XIe siècle, lorsqu'un évêque utilisa ce qui était censé être la tête de Valentin pour éteindre, tenez-vous bien, des incendies, prévenir des épidémies ou bien guérir toutes sortes de maladies, y compris la possession démoniaque. Autant dire que là encore, on s'éloigne fortement du côté romantique de la Saint-Valentin et qu'on est bien plus proche d'un film d'horreur que d'une comédie sentimentale. Et on s'éloigne encore un peu plus des flèches de Cupidon lorsque certains historiens suggèrent que cette fête moderne ne serait finalement qu'une dissimulation chrétienne de l'ancienne célébration romaine des Lupercales, qui se pratiquait dans la Rome antique chaque année vers la mi-février. En effet, pour célébrer la nouvelle vie arrivant avec le printemps, les Lupercales commençaient par un sacrifice d'animaux, souvent un bouc, dont la peau servait à confectionner des fouets. De jeunes hommes, partiellement ou totalement nus et enduits de sang, et qui se faisaient appeler les Luperques, s'en servaient pour fouetter des femmes également dénudées. Ils visaient leur ventre ou leurs fesses,
dans le but de les purifier et de les rendre fécondes. D'où l'origine du mois de février, qui en latin donne februare et qui pourrait se traduire en français par le verbe purifier. Cependant, en 496 après Jésus-Christ, le pape Gélase aurait dénoncé le festival, le considérant comme un acte de débauche intolérable. En conséquence, il va entreprendre de contrer les Lupercales en mettant en place une fête de purification de la Vierge le 2 février, qui deviendra la Chandeleur, puis une fête de l'amour spirituel la veille des Lupercales, que l'on va célébrer désormais tous les 14 février, en l'occurrence le jour de notre Saint-Valentin actuel. Avant ça, au Moyen-Âge, plusieurs carnavals, notamment amoureux, vont prendre place au mois de février. Le carnaval étant une inversion de l'ordre social, à la fois une sorte de rituel de célébration, ainsi qu'un jour de fête, où tout devient possible. Les carnavals amoureux prenaient alors l'apparence de fêtes dont la représentation principale était l'ours, un animal qui, à l'époque, possédait une symbolique et une connotation extrêmement sexuelle, ce qui explique que, durant ces carnavals, les hommes prenaient l'habitude de se déguiser en ours, afin d'attraper des femmes et de les entraîner dans un lieu censé représenter l'antre de l'animal, un lieu sordide dans lequel se déroulaient de nombreux viols et agressions sexuelles. Il s'agissait là d'une pratique violente et sexiste, mais qui à l'époque était très répandue et, chose plus grave, totalement impunie. Il faut préciser que, durant cette période, aucune littérature ni aucun texte n'associe le 14 février à l'amour romantique. Pour cela, il faudra attendre le XIVe siècle pour qu'une étrange tradition voie le jour, précisément en Angleterre, où l'on décrète que le 14 février serait le jour dans l'année où les oiseaux se reproduisent le plus. Les poètes du XIVe et XVe siècle vont par la suite se charger d'inventer et de propager ce mythe autour de la fête des amoureux, mais également de celle de l'amitié. C'est le cas notamment du célèbre poète Geoffrey Chaucer, qui décrit vers 1382 ce comportement animalier dans l'un de ses fameux poèmes, Le Parlement des oiseaux. Durant les siècles suivants, la Saint-Valentin n'a cessé d'évoluer. En 1797, des cartes de la Saint-Valentin vont commencer ainsi à être produites en série à la suite de la publication d'un livre intitulé The Young Men's Valentine Writer. La nouveauté qui fait fureur à l'époque, c'est que désormais, au lieu d'écrire eux-mêmes des notes à leurs proches, les jeunes gens peuvent à présent les copier à partir des pages mêmes du livre en question. Dans l'Angleterre du 19e siècle, les cartes de la Saint-Valentin vont devenir par conséquent très populaires, celles-ci étant décorées d'embellissements tels que des rubans ou bien des nœuds. La production de masse de cartes de la Saint-Valentin aux États-Unis, elle, va commencer à partir de 1847, date à laquelle une certaine Esther Howland, inspirée par l'une de ces cartes qu'elle avait reçues d'Europe, va avoir l'idée de vendre ses propres cartes de la Saint-Valentin dans la papeterie appartenant à son père. Aujourd'hui, les magasins du monde entier produisent une grande variété de cartes de la Saint-Valentin avec des images de cœurs, de cupidons, de rubans ou bien d'arcs et de flèches. Les cartes ne sont même plus destinées uniquement à l'être cher, car elles sont désormais largement distribuées aux enfants dans les écoles, aux amis, aux parents ou bien aux autres membres de la famille. Dans la tradition populaire européenne, la Saint-Valentin est souvent liée à la proximité du printemps. Cependant, cette fête existe également sur bien d'autres continents où le printemps ne coïncide pas forcément en février. Du coup, il existe de nombreuses façons bien différentes de célébrer la Saint-Valentin dans ces pays-là. C'est le cas entre autres de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud, où la Saint-Valentin est célébrée avec des cadeaux et des sucreries traditionnelles, mais à la grande différence de chez nous, ce sont les femmes qui offrent ces présents aux hommes. Cependant, autre différence majeure, un mois plus tard, durant le fameux White Day, le jour blanc en français, se déroulant donc le 14 mars, c'est au tour des Valentins de rendre l'appareil et d'offrir aux femmes de leur entourage un cadeau de couleur blanche, d'où le nom de jour blanc. Des cadeaux tels que de la guimauve, ce cadeau étant le plus traditionnel, mais aussi de la papeterie, de la lingerie ou bien encore des bijoux. Mais attention, il ne s'agit pas d'offrir n'importe quel cadeau lambda.
Son prix doit être au moins 3 fois supérieur à celui du présent reçu un mois auparavant lors de la Saint-Valentin. Car rappelez-vous, le 14 février, seules les femmes sont tenues de gâter les hommes en leur offrant un présent. Il faut préciser également qu'au Japon, la culture du don est une tradition ancestrale et avec laquelle on ne plaisante pas. Aussi, si vous recevez un cadeau, vous êtes tenu d'en faire de même. Ce n'est donc plus une question d'amour, mais bien d'honneur. Ces cadeaux de remerciement ont même un nom ancré dans la culture japonaise, les okaishi, également appelés sanbai-gaishi, ce qui veut dire grosso modo triple retour. Alors, lorsqu'il s'agit de remercier ces dames un mois plus tard, certains Japonais sont amenés à débourser jusqu'à 2000 yens par personne, soit l'équivalent d'une quinzaine d'euros. Une obligation sociale contraignante qui plombe un peu plus le romantisme de cette fête au pays du soleil levant, poussant carrément de plus en plus d'hommes à refuser poliment leur présent de la Saint-Valentin. Comme on le voit, à la Saint-Valentin, telle qu'on la connaît de nos jours, a bien évolué au fil des siècles. Si certains estiment qu'il s'agit de nos jours d'une fête commerciale destinée à vendre des fleurs, des chocolats ou bien des cartes, beaucoup ont complètement perdu de vue son origine sordide, celle d'un saint décapité sur l'ordre d'un cruel empereur romain. Une fête pas si romantique que ça finalement, et un côté macabre donc qui fait irrémédiablement penser à d'autres fêtes tout aussi macabres, telles que la fête des morts au Mexique, ou bien plus proche de nous, celle du Vendredi Saint, qui dans de nombreux pays marque le jour de la crucifixion d'un homme décédé dans d'atroces souffrances, en l'occurrence Jésus-Christ, mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien mettez un pouce vers le haut, partagez-la autour de vous, sans oublier de vous abonner ou de cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne rater aucune sortie de vidéo. De plus, n'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire afin de me dire si la vidéo vous a plu ou pour me proposer un sujet ou un thème pour la prochaine fois. Enfin, si vous souhaitez faire un don, vous avez toujours à votre disposition Tipeee ou Utip. Merci par avance et à bientôt sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.